Tiers livre, atelier d'écriture, été 2019, ça s'appelle Pousser la langue et on en est à la proposition numéro 4. Ce qui veut dire qu'on est à un point où l'atelier crée lui-même sa propre route. C'est-à-dire que cette proposition numéro 4, elle serait sans doute pas venue comme ça s'il n'y avait pas eu des certain nombre de choses dans la proposition 2. Vous savez, ce qu'on a appelé parpaing de phrases, sur quoi j'avais envie de revenir, d'explorer plus, je vais vous en parler. Et puis, idem avec ces choses sur l'objet de Ponge. Alors, c'est pas qu'on reste dans la même veine, c'est qu'on cherche une autre nuance, toujours sur un même point, entre ce qu'on nomme et le réel. Non pas qu'il y ait une obligation ou une hiérarchie entre, selon le niveau de réel, la langue vaudrait plus ou moins, c'est que chaque fois, c'est un équilibre des curseurs entre nomination, choses muettes, et que nous, notre travail, c'est d'examiner plusieurs variations de ce curseur. Alors c'est une fin de cycle, c'est donc je vous dis quelque chose qui va rebattre encore un petit peu les cartes de la 2 et de la 3, mais très différemment, et regardez, j'ai même pas amené un bouquin, j'en ai préparé une pile. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est mauvais signe? Non, ça veut seulement dire qu'on est dans un laboratoire. Ça veut seulement dire que ce que je vous propose, c'est là où ce truc pousser la langue prend son vrai sens, et qu'on y est depuis le début. Il s'agit de choses qu'on ne retrouvera pas forcément telles quelles dans les livres. C'est-à-dire, là, par exemple, la presqu'île de Julien Gracq. Il y a plein de moments formidables. Vous examinez ce qui vous reste de la presqu'île, vous aurez ce moment où il entre dans cette chambre d'hôtel qui y met un bouquet de fleurs et qui a le bruit du petit port à côté, et où il y a ce moment où juste après l'arrivée du train dans la gare, au début, tout le monde est parti, lui, celle qui l'attendait n'est pas venue, et puis il y a seulement ce bruit, ces résonances, ces lumières dans le hall de gare vide, mais à le prendre, c'est un flux qui est continu, et on ne peut pas isoler ces moments-là. Ça y est, vous commencez à me voir venir avec des gros sabots, ou pas, c'est pas grave, les gros sabots, je les prends un là, et c'est parti, séance 4. Donc, prendre un fonctionnement, le faire travailler sur lui-même, en se disant très bien que soi-même, on s'exerce sur ce truc précis, mais qu'ensuite, quand on est parti dans son propre récit, c'est pas forcément quelque chose qu'on va utiliser en tant que tel. C'est pas pour faire un morceau de texte qui va s'insérer dans le récit. C'est savoir soi-même comment, dans ce champ de tension, on se comporte, qu'est-ce qu'on élit comme objet, et puis ensuite, ce truc, on le retraversera dans une autre finalité, mais on sera armé pour le traverser. De quoi il s'agit? C'est quoi ma pile de bouquins? Le premier texte vient de cet énorme pavé de 600 pages que j'ai souvent levé en l'air. C'est que il y a là-dedans 50 ou 60 textes de Gertrude Stein qui sont des textes expérimentaux, des textes entre les romans, entre les livres principaux. C'est des textes qui fonctionnent de cette façon pour le plaisir d'expérimenter dans le pointu, sur la crête, sur funambule. Tiens, le funambule de Jean Genet, ce serait une belle métaphore aussi pour ce qu'on va faire. Et dans cette période qui est celle d'avant le retour aux États-Unis avec le succès de Autobiography d'Alice B. Toklas, il y a ces textes qui sont un petit peu ce qui prépare, ce qui est pour nous le point central, ce How to Write. Comment écrire, qui n'a jamais été traduit en français, quel paradoxe. Et dans cette suite de textes, il y a des choses qui concernent, par exemple, il y a un texte fabuleux sur la notion de paragraphe. Il y a un texte fabuleux, ça s'appelle Elucidation, enquêter, l'enquête, le texte comme enquête. Et puis, dans cette même période, il y a ce texte qui s'appelle Acquaintance with Description. Et je ne saurais pas traduire. Affinité pour la description. Le goût de la description? Oui, mais c'est plus que ça, acquaintance. C'est embrasser la description, chercher quel est le plaisir qu'on peut y avoir, et puis qu'est-ce que l'écriture a à apprendre? Et ce qu'elle va prendre, c'est l'arbitraire. Alors où est-ce qu'on est, que ça rejoint et qu'on est différent de ces choses qui étaient sur parpaing de phrases? Par exemple, je vais vous parler de mur.
un mur, décrire un mur. Typiquement, c'est quelque chose pour lequel chacun peut chercher dans notre petite bibliothèque mentale, et vous allez trouver plein de trucs. Il y a un truc dans Léonid Andreïev, je crois que c'est le plus beau. Des gens qui tombent sur un mur, on peut le franchir, mais qu'est-ce que fait ce mur-là au milieu, dans cette forêt, cette symbolique de tout. Bon, il y a les murs dans Mal vu, mal dit de Samuel Beckett, il y a H.G. Wells, La porte dans le mur, il y a dans Merinck, le golem de Merinck, certains moments dans la ville, par condition de brouillard, une porte s'ouvre dans un mur. Bon, on ne prend pas des objets qui, a priori, ne sont pas absents ou isolés de la littérature. Mais dans le 2, par pain de phrase, il y avait toujours ce curseur qui était entre les expressions adverbiales, devant, debout, même, et puis, quelquefois, prendre précisément une réalité objectale. Mur faisait partie des textes qu'on a eus dans ces parpaings de phrases. Mais alors, est-ce que c'est un mur particulier? Non, c'est les murs en général. Alors, avant de revenir à Gertrude Stein, l'autre point que j'ai pris, ça va être un peu le bazar, mais vous allez voir que en fait, le truc est tellement simple que le bazar autour fait partie de la proposition. C'est quelqu'un qui, là encore, ceux qui me connaissent savent qu'en ce moment, ça compte énormément. L'œuvre de Wilhelm Flusser, les gestes, puis ce livre très bizarre qui s'appelle Choses et non-choses. Alors, dans Choses et non-choses, les chapitres, c'est quoi? Il y a un chapitre central sur le lit, mais moi, là, je voudrais pas que vous parliez du lit. C'est beaucoup trop intime. Lui, il le prend en tant qu'insomnie, rêve, cogitation. Donc, surtout pas quelque chose comme le lit. Il y a aussi le jeu d'échecs. Là, on est bien dans cette ambiguïté que je disais. Dans la proposition 3, le travail sur l'œillet de Ponge, ce qu'on a pris en charge, c'est des choses avec lesquelles on est en affinité. Ce même mot de Gertrude Stein, acquaintance with description. À partir de votre affinité, votre curiosité pour un certain objet, oui, pour vous, et chacun l'a dit dans le texte, on le choisit parce qu'il s'impose. Eh bien, là, quand lui parle il y a un chapitre sur son atlas. L'atlas qui le faisait rêver, mon atlas, l'atlas qui le faisait rêver quand il était ado. Là, typiquement, on est dans ce qui relèverait de la proposition 3 et pas de la proposition 4. Idem quand il parle des jeux d'échecs, le temps sur l'échiquier, la réflexion sur l'échiquier, l'abstraction sur l'échiquier. C'est là où je cite des choses que je ne veux pas pour arriver à ce que je veux. Je vais vous le préparer, vous le trouverez dans la liste habituelle, un extrait de, par exemple, lampadaires, les choses qui éclairent les rues. Est-ce que c'est les lampadaires en général? On serait à la proposition 2. Est-ce que c'est ce réverbère là, au coin de votre rue, avec la façon dont ça a été planté, la façon dont ça a été éraillé, avec les petits numéros de téléphone pour chats perdus qui ont été scotchés, avec ce petit grésillement qu'il peut y avoir, qu'on entend seulement la nuit quand il n'y a plus de voitures, avec ce halo qui peut démultiplier les ombres. Ben là, tout d'un coup, on va être sur un réverbère en particulier. Je ne vous demande pas d'avoir une affinité avec ce truc-là, mais on va commencer à être dans ce que je cherche. Et juste avant, donc, il y a ce chapitre chez Flusser, 2, 4, 6, 7 pages sur les murs. Alors pareil, moi, ce sera pas les murs en général. Là, on était dans parpaing de phrase. Ça va être sur un mur. Mais où vous allez le prendre, le mur en question? Alors, toujours pour rester 5 minutes sur Wilhelm Flusser, en opposition, et cet autre livre que moi j'avais négligé longtemps, que je trouve très important finalement, Essai sur la nature et la culture. Le titre est tellement aberrant qu'il est tellement dissuasif. Le titre est tellement dissuasif qu'on est finalement un peu à se le procurer. Mais sur quoi il médite? La notion de chemin. Pourquoi une route passe par tel point et du coup il y a un pont? Les ponts, pareillement, grands, petits, pourraient être ce que je vais vous demander. Regardez Mélisse de Kerangal, Naissance d'un pont. Il y en a aussi chez Kafka, chez Castaneda, etc. Un chapitre qui s'appelle Pluie. Je suis derrière la fenêtre, je médite sur... Il y a un chapitre aussi sur ses doigts. Alors toutes ces choses-là, vous voyez,
c'est pas ce que je vous demande. Il ne s'agit pas d'écrire vos doigts sur le clavier. Là, on serait dans la proposition 3. Je m'excuse d'être un peu lourd, mais c'est comment on change ce curseur. Ben, j'insiste sur le fait que ce livre de Wilhelm Flusser est fascinant parce qu'il s'agit de méditation sur des situations où, a priori, le réel prend présence. A priori, le réel prend ambivalence, mot qui va avoir. A priori, le réel est à la fois quelque chose d'implacable, hasardeux, arbitraire, et à la fois quelque chose qui est de culture, parce que sédimentant, ce qui fait que ça est ici, ce qui fait qu'il y a eu des gestes, ce qui a eu du travail, etc. C'est ça pour lui, nature et culture, mais en gros, on pourrait très bien, dans une démarche de rééditer Wilhelm Flusser, mêler choses et non-choses, mêler essais sur la nature. Et puis, l'arbre pourrait très bien être dans... Enfin, vous voyez, j'insiste plus, vous êtes dans le bazar, c'est bon signe. Alors, sur quoi on va travailler? Acquaintance with description, une affinité pour la description. Et je finirai en revenant à Gertrude Stein. C'est-à-dire, ne pas élire un objet, comme dans la proposition 3, qui est votre affinité, votre mémoire, vos usages, mais ces moments où dans la réalité, on a l'impression que c'est là. Ça a toujours été là ou pas toujours été là, mais c'est là pour une bonne raison. Alors qu'est-ce que vous allez choisir? Ça, c'est pas mon problème. Peut-être moi, je choisirais un arrêt de bus, mais souvent arrivé d'avoir cette sensation-là, à un arrêt de bus, parce que simplement vous avez 14 minutes à attendre, et puis que les perspectives, les bâtiments, le truc, la façon dont est le caniveau, une petite inscription, une petite marque au sol, et puis quelque chose vibre. Je parlais de ces réverbères, un réverbère la nuit. Mais par exemple, j'aurais pu tout aussi bien vous parler de Robert Walser. Et ça, je me souviens plus à quel moment on avait fait ça aussi en atelier, peut-être l'hiver dernier. Walser, il fait une chronique quotidienne dans un journal, Berlin, et il dit simplement qu'un jour il n'a pas de sujet d'écriture, donc il y a un clou au-dessus du lit, et je vais parler de ce clou au-dessus du lit. Je me souviens très bien qu'on a fait une proposition d'atelier là-dessus. Donc dans Walser, cette chose de la présence immobile du réel, alors vous savez, dans cette bibliothèque intérieure qu'on a, c'est quelque chose de ténu, de latent, mais qui est quelque chose... Le grand Maune, quand il se réveille dans cette petite pièce, cette petite mansarde avec les déguisements, et puis le souvenir de la fête de la veille, ou la fête qui se prépare, je ne sais plus, la fête qui se prépare. On a ce sentiment de présence totalement hallucinante. Prenez, pour moi, le livre qui incarne peut-être le plus ça aussi, c'est Les Cahiers de Malte, Lauritz Brieg, de Rilke. Je ne sais pas si il y a longtemps que vous avez lu ou relu Cahiers de Malte, Lauritz Brieg, mais c'est ce qui nous émerveille, ce qu'il y a de latent et qui nous émerveille. Dans les poèmes en prose de Baudelaire, souvent. Dans comment Rimbaud parle de ces petites illuminations, ces painted plates, mais ces images, ces enluminures de manège, peinture idiote, il dit. C'est là où je voudrais qu'on aille. C'est-à-dire être confronté à des choses du réel qu'on n'a pas choisi, qu'on ne prend pas par ce que c'est notre usage, parce que c'est notre mémoire. C'est justement tout ce qui fait la force là de ce que vous êtes en train de m'envoyer sur la proposition 3, mais simplement quelque chose qui est là et qui ne se discute pas. Alors on l'a testé, un de ces 4 de cet atelier ces jours-ci près de Poitiers, et justement j'avais amené Gertrude Stein, et puis justement il y a eu un texte hallucinant sur un mur à un moment qui devenait, il y avait le mot animal, la réflexion sur la distinction entre le mur et l'animal, et puis finalement le mur qui devenait en quelques lignes animal lui-même, et je me suis dit non, là il y a trop, mais je me souviens d'une autre participante assise sur le carrelage de l'escalier. Imaginez un centre socio-culturel dans un hameau qui sert d'école municipale de musique, puis qui était là, il y avait cette espèce de fenêtre, vitre dépolie, un extincteur, puis un carrelage ébréché. Eh bien, ça lui a suffi, il fallait rien d'autre. C'est là que je veux vous emmener. Affinité avec la description. J'ai cherché par exemple dans Beckett, toujours dans Mercier-Camier. Tout se passe parfois parce qu'entre les deux personnages, il y a une chaise.
Alors je me suis dit, tiens, je vais rechercher le moment où Beckett décrit cette chaise. Ben, finalement, non. La chaise, elle a sa présence, sa force dans notre tête, mais dans le texte de Beckett, elle passe, elle circule, elle est une présence, mais elle n'est pas isolable. Eh bien, nous, c'est là le paradoxe, on va être. C'est prendre une chaise dans une pièce, et puis on décrit la chaise. Quand je dis mur, c'est un mur à tel endroit parce que vous passez devant chaque matin dans votre trajet quotidien, ou bien vous vous plantez devant et c'est un détail de ce mur. Pensez à Bartleby de Melville. Est-ce qu'il y a une description isolable de mur? Non, mais à un moment, une des images les plus fortes, les plus hallucinantes du Bartleby, c'est le moment quand il commence à refuser de faire le travail que lui demande la copie que lui demande son patron. I would prefer not to, je préférerais ne pas. Il reste droit devant la fenêtre et de l'autre côté, Melville nous dit seulement, il y a un mur aveugle. Et comme on est dans le South Manhattan, dans le début dans le milieu, fin du 19e siècle, bon, on sait ce que c'est que les murs de briques de New York. Mais à vous de l'imaginer, c'est-à-dire combien de fois il m'est arrivé à New York, même je crois que la dernière fois c'était à Providence, vous savez, dans ces espèces de découpage de vieilles villes qui deviennent des parkings carrés, comme ça. Et puis d'être devant ces murs-là qui remontent à 100 ans, et dire ça, c'est le mur de Bartleby. Et à ce moment-là, on est dans l'exercice, c'est-à-dire se mettre devant cet endroit, il y a un trièdre, il y a le sol, il y a des trucs d'affiches, il y a des traces de vieilles fenêtres, il y a une bagnole qui passe, une personne, et puis c'est ça, c'est ce sentiment de présence du réel. Sentiment de présence du réel, alors c'est pas un objet qui est dépouillé, c'est pas un objet en tant que tel. Je décris ce petit morceau de réel. Par contre, la description devient mon univers. Alors je veux pas vous saouler à parler... c'est notre vieille astuce en atelier d'écriture. On dit, je vais continuer à parler sur ce thème-là jusqu'à ce que vous soyez tous partis à écrire. Non, je ne vais pas refaire ce coup-là. De toute façon, la vidéo me le permettrait pas. Donc, je me résume. Ce qui m'importe, des choses comme ça qui nomment une fonction du réel plus qu'un objet du réel. C'est-à-dire, mur, c'est fonction. On a eu ça plusieurs fois dans les parpaings de phrases. Évidemment, parce que le mot parpaing lui-même avait cette ambivalence. Simplement, on était dans la nomination. Dans la 3, on est passé à quelque chose où c'est votre affinité, ou le souvenir, ou l'usage qui fait que cet objet est pour vous un chemin vers soi-même à travers le processus de l'écrire. Si Francis Ponge prend la plus fragile, la plus des fleurs, l'œillet, il y a une raison. Qu'est-ce qu'elle nous apporte, Gertrude Stein? Alors le texte, il est en anglais. Je m'étais dit que j'arriverais à en traduire des bouts. Bon, c'est trop compliqué. Enfin, en tout cas, il faut que je fasse un chemin global d'approche, de description de Gertrude Stein pour arriver à ce que je voudrais faire, c'est-à-dire une sorte de petite anthologie. Elle est dans le domaine public depuis 2 ans, avec ce paragraphe, avec enquête, avec... Acquaintance with Description, avec Business in Baltimore. Mais bon, j'en suis pas encore à ce niveau de maîtrise, donc je chemine. Par contre, même si vous parlez pas anglais et que vous ouvrez le texte, vous verrez par exemple des phrases comme une description qui refuse de quitter la description. C'est bizarre cette phrase? Oui, c'est-à-dire la description peut toujours vous emmener dans ce qui vous éloigne d'elle-même. Justement les souvenirs. Justement, la méditation à la Flussard. Eh bien, non. Description, vous continuez. C'est encore le détail. Par contre, Gertrude Stein entre des notations qui sont elles-mêmes en train de décrire. C'est-à-dire le processus même d'écriture. Alors attention, parce que là j'ai eu ça aussi dans le Poitou. C'est-à-dire si on se regarde soi-même écrire devant l'objet de la description, devant la cible de la description, ben, tout d'un coup, la cible devient juste un espèce de miroir. Et c'est pour ça aussi que j'insiste vraiment que vous preniez ça dans l'extérieur. C'est pour ça que je dis un bout de mur, parce qu'un bout de mur, il est dehors, c'est tout. Ou alors, si vous le prenez dans une maison, c'est qu'on est dans un appart inhabité, on est dans quelque chose, mais dehors. C'est pour ça que j'ai parlé de triède, de ces réverbères, pour ça que j'ai parlé d'arrêt de bus. Ça peut être
une station-service. Oh tiens, il y a 2 ans, c'était génial. J'attendais pour ma boîte de vitesse. Et puis, je devais prendre la voiture le matin. J'avais fait le voyage de nuit pour arriver à Draguignan, descendre du train de nuit, prendre le bus, arriver au garage Opel de Draguignan en marchant à pied jusqu'à la Rocade et l'Intermarché. Puis finalement, la voiture, c'est seulement à 17h que j'ai pu la prendre. Donc j'ai attendu de 9h à 17h dans le garage Opel sur la Rocade de Draguignan. C'est pas grand-chose. Ça vous intéresse peut-être pas. En tout cas, c'est ma vie, moi, elle m'intéresse, mais j'en fais pas un truc. Mais c'est ce machin-là, vous voyez, c'est cet arbitraire. Dans cet arbitraire, c'est pas que je décris l'attente, c'est que je peux élire un objet précis et m'en tenir à sa description. C'était quoi alors à Draguignan? Peut-être cette toute petite pièce, si c'était gentil, j'avais mon téléphone, mon ordi, j'avais pu brancher ma prise. Il y avait une machine à café, un distributeur d'eau, une table basse avec quelques revues concernant la mécanique dessus. Bon, vous voyez, puis les vitres, et puis l'activité du garage autour. Les gars. Bon, tellement peu. Mais c'est ce peu qui va nous emporter. Proposition 4. Maladroit, pas maladroit, moi je vais m'en tenir là. Le titre dit tout. Affinité avec la description. Choisir ce que vous allez décrire. Ça peut être petit comme le clou de Robert Walser. Mais j'ai envie que vous le mettiez dans la ville, un endroit précis. Pour commencer mes exemples, dans l'extérieur. Ça peut être une chaise, ça peut être un banc, ça peut être un banc sous un arbre. Rencontre sous l'arbre, ça existe ça. Et une fois que vous avez isolé votre truc, eh bien vous savez que c'est pas comme la proposition 2, parce qu'on parle pas d'un mur en général, ou d'un banc ou d'une chaise en général. On parle de ce qu'on a devant soi, dans les yeux. Vous attendez chez le dentiste, il y a des chromos au mur, il y a ce qu'on voit, le petit parking, parce que c'est tout ce qu'il y a à voir. Eh ben, c'est ça qu'on décrit. Description. Par contre, c'est comment la description se suffit à elle-même. Alors là, vous dites c'est un exercice qui peut être stérile. Ben, bizarrement, Gertrude Stein, quand elle écrit Acquaintance with Description, le peintre dont elle parle, vous savez qu'elle fait beaucoup de portraits de peintres tout au long de sa vie, c'est Cézanne. C'est quoi Cézanne? Des pommes, 3 pommes, une assiette. Par contre, vous apercevez que dans la réalité, ça ne peut pas tenir comme ça, parce que c'est elle qui vous regarde, c'est elle qui se dispose, c'est la peinture qui organise la façon dont ça se tient. Et c'est ça, la description, c'est ce côté implacable. Prenez le temps d'aller revoir un peu Cézanne. Et à ce moment-là, vous verrez pile ce que moi là, je cherche avec cette proposition. On n'est pas dans quelque chose où je peux vous donner un modèle, sauf un. Et vous savez, ça fait 3-4 jours que je parcours ma bibliothèque. Et j'ai pas trouvé. C'est-à-dire que la description, c'est une fonction permanente, mais c'est une fonction qui n'existe pas en tant que telle. Alors j'ai pris un texte qui, pour moi, a une valeur aussi, pas fétiche, mais c'est un texte un petit peu compliqué, mais très central, parce que c'est Yves Bonnefoy descendant un petit peu dans les caves de ce qu'il pousse à écrire la poésie aussi haute que dans les planches courbes. Donc le livre s'appelle L'arrière-pays, et ça commence avec ce truc, moi, qui me fout en l'air chaque fois que je le rouvre. J'ai souvent éprouvé un sentiment d'inquiétude à des carrefours. Il me semble dans ces moments qu'en ce lieu où presque, là, à 2 pas sur la voie que je n'ai pas prise et dont déjà je m'éloigne, oui, c'est là que s'ouvrait un pays d'essence plus haute, où j'aurais pu aller vivre et que désormais j'ai perdu. Pourtant, rien ne m'indiquait ni même ne suggérait, à l'instant du choix, qu'il m'eût fallu m'engager sur cette autre route. J'ai pu la suivre des yeux souvent, vérifier qu'elle n'allait pas à une terre nouvelle, mais cela ne m'apaise pas, car je sais aussi que l'autre pays ne serait pas, etc., etc. C'est-à-dire cette idée de carrefour. Ben, un carrefour, minimum. J'ai fait aussi un truc qui s'appelle Exercice du carrefour, ceux qui me connaissent le savent. C'est dans Outils du roman que je les racontais, ce truc, Exercice du carrefour, que moi je fais continuellement.
le fais plus en vidéo qu'en écriture maintenant, mais c'est la même chose. Ben, Yves Bonnefoy, c'est ça, l'inquiétude au carrefour. Et juste après, quand il essaye de descendre dans cette inquiétude, ce sentiment où le réel vous dit quelque chose et que ben, votre décision, il faut bien qu'elle tranche, mais que le carrefour vous laissera toujours le sentiment que par l'inquiétude, peut-être un autre choix était possible. Eh bien, il y a un mur. Alors lui, le mur, c'est un petit peu différent. C'est plus le mur de Proust, quand Proust parle du tableau de Vermeer avec Bergotte qui meurt devant ce petit pan de mur jaune. C'est un mur dans une peinture. Alors ce mur, quand il surgit chez Yves Bonnefoy, c'est dans un voyage en Inde. C'est en approchant d'une vieille forteresse. Alors, le moment où il y a ce mur qui traverse l'arrière-pays de Bonnefoy, donc c'est quand il creuse cette idée, ce chemin, ce qui est lié pour lui à cette inquiétude du carrefour, et c'est un souvenir de voyage. Donc c'est pas quelque chose qu'il a devant les yeux mentalement, c'est en se replongeant à distance dans cette présence au réel. Alors à vous de voir. Moi, je dis que c'est quelque chose qu'on peut aller faire sur le motif. Cézanne, ils mettaient les pommes sur l'assiette pour travailler ces pommes. Là, Yves Bonnefoy nous propose autre chose. Il nous propose revenir mentalement à ce voyage, la découverte de cette forteresse, cette impression d'équilibre fantastique, et puis que ce mur infini, à un moment donné, semblait se séparer de l'horizon. Et juste sur cette toute petite nuance, qui renvoie beaucoup plus, par exemple, à comment Proust traite le petit pan de mur jaune dans la vue de Delft de Vermeer, à ce moment-là, le mur devient objet, existence d'écriture. Voilà, pas plus. Mais c'est juste pour vous dire que, bon, donc je laisse un chantier. Dans ce chantier, il y a Flusser, Chose et non-chose, avec comment lui pense les murs en général. Il y a, allez voir si vous avez la curiosité, ce truc de Gertrude Stein sur comment elle traite cette idée de la description. Une description est simplement une description qui refuse de ne plus être description. Et elle donne quelques exemples. Ça aussi, même ça peut être une approche. C'est-à-dire dire, et si je prends l'ensemble, moi j'ai donné mes exemples du carrefour, de l'arrêt de bus, de la chaise, du lampadaire au coin de la rue. Mais peut-être que pour vous, la liste des choses qui pourraient être les enjeux de ces descriptions, c'est aussi un texte. Il y a des choses où Gertrude Stein va beaucoup plus loin. L'affinité avec la description, il la faut, mais pas d'affinité avec la description. C'est-à-dire si on se fait piéger par son propre goût de la description, elle vous fiche dehors. Et c'est ça, c'est pour ça qu'elle est dure, cette femme. Construire son affinité avec la description ne commence pas maintenant. Faudrait décrire. Non. Construire son affinité avec la description ne commence pas maintenant, mais commence maintenant. Construire une affinité avec la description ne commence pas maintenant, commence maintenant. Pof, d'un seul bloc. C'est-à-dire à la fois ça a déjà commencé parce que vous êtes déjà dedans, à la fois ça se construit pas parce que vous avez décidé simplement d'écrire, mais c'est la description qui crée votre goût pour la description. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, j'arrête, ça suffit, vous en avez assez. Vous avez le très beau texte de Yves Bonnefoy, qui pour moi est très important dans ce contexte, parce que ça veut dire que, quel que soit l'objet le plus humble, et quand je dis objet, c'est peut-être objet urbain, arrêt de bus, parking à vélo, c'est vous qui voyez. Quelle que soit l'humilité, une caisse de supermarché, une salle d'attente de dentiste, peu importe, mais c'est des objets qui sont en même temps sociaux, c'est des objets extérieurs. C'est pas le miroir de la salle de bain, ça, faites gaffe à ça. Et c'est pas un objet comme on a traité dans la 3, c'est pas l'objet mémoriel.
une fois que vous avez choisi ça, savoir par bonne foi que la langue peut être extraordinaire si elle va vraiment à la simplicité de ce truc-là. Une chaise dans une pièce vide, une chaise sur une terrasse devant un horizon. C'est ça où je veux vous embarquer. Alors, c'est quoi le programme après ? Après, on va infléchir un petit peu. On va revenir à des choses, des techniques d'écriture plus narrative, avec Jacques Roubaud, Autobiographie, chapitre 10. C'est quelque chose que je veux vraiment travailler avec ça, sur la langue non rhétorique pour absorber du récit biographique comme ça. Je voudrais aussi continuer à travailler sur cette relation au dehors avec les sensations, impressions, ambiance, et quelque chose où on sera totalement séparé du récit, mais un petit peu comme on le fait aujourd'hui sur l'objet, de travailler uniquement sur les perceptions hors objet de ceux qui nous entourent. C'est juste pour vous dire qu'il y a une perspective, et on sera vers la 6, il y aura un interstice qui viendra, parce que ce qu'on a fait avec l'interstice 2, là encore, je pense que ça fait vraiment partie de nos stratégies. C'est-à-dire, moi je vous pousse dans des trucs embêtants, mais de temps en temps, paf, la récompense, vous nous balancez des trucs merveilleux, et c'est là qu'on voit qu'on a travaillé entre-temps. Et puis on reprendra avec des trucs beaucoup plus intérieurs, du côté d'Artaud, Michaud, Daniel Colobert, parce que ça aussi, obligatoire, dans pousser la langue. À plus que bientôt, j'attends vos textes.